chers collègues, chers amis, c'est mon attachement à l'UQAM et à ce que vous représentez qui fait que je suis parmi vous et je suis très content d'y être, mais ma devise est « Je ne refuse jamais rien à l'UQAM ». C'est aussi simple que ça. Et je dis que cette université a des capacités intellectuelles inversement proportionnelles à ses capacités financières. Ça veut dire qu'elles sont immenses. Dans ce métier extraordinaire de l'enseignement, j'ai coutume de dire aussi que le vrai salaire des profs, c'est le succès des étudiants. Mais j'ai eu l'imprudence de dire ça pendant une négociation de la convention collective. Le président du syndicat ne m'a pas félicité. Donc, j'ai quitté la politique, qui est un univers complexe, pour venir ici en pensant à une anecdote de Woodrow Wilson, président des États-Unis, qui était professeur à Harvard et qui est arrivé à la Maison-Blanche après son élection. Il a dit « At last, I have quit politics ». Donc, le monde universitaire peut être un monde très complexe aussi. Alors, je vous dis d'abord, je vous fais mes compliments pour la préoccupation que vous avez pour un thème éternel, la philanthropie, et qui devra l'être de plus en plus, assez paradoxalement, et devra être de plus en plus stimulé. Dans les communautés rurales d'autrefois, au Québec en particulier, et je vous dirai pourquoi, curieusement, la philanthropie était moins nécessaire. Philanthrope, au sens strict, ça veut dire d'aimer son prochain, d'aimer l'humanité. Et les gens étaient condamnés à une sorte de solidarité. La moralité catholique et l'enseignement de l'Église, aime ton prochain comme toi-même, contribuaient aussi à cette solidarité. Et la presque totale absence d'intervention étatique en matière humanitaire et de secours aux plus démunis rendait absolument nécessaire la solidarité. Et j'ai coutume de dire, quand je défends le modèle québécois, puis souvent je me suis senti un peu isolé à le faire, mais aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait, j'ai coutume de dire que la solidarité au Québec, c'est presque dans nos gènes. Et je vous explique pourquoi. À la conquête britannique, 1760, les aristocrates sont rentrés en France. Même les militaires, seuls les simples soldats sont restés. Les officiers sont partis, les régiments de Carignan, etc. Alors, il est resté ici des fils et filles de paysans et de paysannes condamnés à construire un pays, dans des conditions extrêmement difficiles. Un colonisateur habile, mais comme tous les colonisateurs, qui prend son intérêt avant celui des colonisés, des conditions climatiques difficiles, une géographie difficile. On n'avait pas dans ce temps-là le plus grand marché du monde au sud, il n'existait pas. Et on a réussi ce défi et on a conservé cette tradition de solidarité, ce qui fait que je n'hésite pas à dire aujourd'hui qu'en Amérique du Nord, et avec un peu de documentation, je pourrais dire dans les Amériques, le Québec est la plus solidaire des sociétés, ressemblant ainsi à l'Europe du Nord. Premier indice, l'écart entre les riches et les pauvres est le plus serré au Québec de toute l'Amérique du Nord. Et c'est une des explications de notre résilience pendant la crise qui frappe le reste du continent. Le taux de chômage est plus élevé aux États-Unis qu'au Québec, est plus élevé en Ontario qu'au Québec, et la crise a été largement amorcée par une faille atroce dans la distribution de la richesse, justement. Un manque de solidarité. Pendant
30 ans, la croissance économique américaine a été assez spectaculaire, avec des hauts et des bas. Un taux de chômage qui s'appelait le plein emploi, 4 c'est le plein emploi. Mais où était le problème? Toute cette création de la richesse a été destinée à 5 ou 10 de la population. Le salarié américain, si on tient compte de l'inflation, pendant 30 ans, n'a pas vu monter ses revenus. Très inquiétant. Il y a 30 ans, le salaire moyen et le salaire le plus haut dans l'entreprise aux États-Unis était de 1 à 30, ce qui est déjà beaucoup, c'est respectable, 1 à 30. Aujourd'hui, de 1 à 300. Ça veut dire qu'un honnête ingénieur, il faut qu'il se résout d'avoir son patron gagner 24 millions de dollars par année en prétendant qu'il travaille tellement plus, qu'il est tellement plus intelligent. Alors, tout ça a créé les conditions du séisme que nous vivons aujourd'hui, parce que si on veut que la croissance se maintienne, que les revenus ne montent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les endetter. Ils les ont endettés de toutes les façons. Pour les automobiles, pour les dépenses courantes et pour l'immeuble. Alors, ça nous a jetés dans les subprimes. C'est donc pas l'industrie qui nous a trahis, ni les Américains, ni personne. Quand je dis nous, maintenant, je dis nous parce que la crise s'est étendue au monde entier par contagion. C'est la finance. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de financiers honnêtes. Ça arrive. Mais ce monde est devenu un monde, hélas, de rapacité, plus obsédé par les profits à court terme que par l'intérêt général ou la consolidation de l'économie ou la vision de l'avenir. Quand je suis devenu ministre de l'économie du gouvernement de René Lévesque, dans les années 70, mes interlocuteurs quotidiens étaient des industriels, des chefs d'entreprise, des gens qui rêvaient, certains qui ont réussi d'ailleurs à construire des multinationales. C'était des ingénieurs, des inventeurs, des techniciens de haut rang. Et dans les dernières années, je rencontrais des diplômés de Harvard, président finance, vice-président finance. Je n'entendais plus parler rien d'argent, rien que de finance. Et généralement, ces milieux ne sont pas particulièrement philanthropes. On veut juste savoir le comportement de l'appareil financier. Mais au Québec, encore là, on s'est comporté de façon exceptionnelle. D'abord, le Québec est peut-être, Claude Béland, plus expert que moi, le dirait, le seul endroit au monde où la moitié du commerce bancaire est fait par une coopérative. Les Hollandais se tirent bien d'affaires, je pense, mais c'est pas rien, là. Pendant les super bonus, c'est tout ce que vous voulez ici, c'est une coopérative. Et puis, il y a 5 millions de membres. J'ai vu dans la publicité du Mouvement des Jardins, si vous avez vu ça, il y a tant d'entrepreneurs, il y a tant d'infirmières, et 3 anciens premiers ministres. Je ne sais pas qui sont les 2 autres. Alors, c'est quand même extraordinaire que cette société qui a des succès économiques considérables soit restée société de solidarité. Cependant, paradoxe, quand l'État s'acquitte de son rôle d'une façon intensive en matière de secours aux détresses, ça rend la solidarité et la philanthropie techniquement moins importantes. Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui disent « moi, je ne donne pas à ton affaire, je paye assez d'impôts comme ça ». Ce n'est pas totalement faux non plus. Les impôts sont relativement élevés, et puis la nécessité de contribuer davantage est moins évidente ici que dans des États ultra-libéraux américains où s'il n'y avait pas de philanthropie, ça c'est la détresse la plus complète. Cependant, l'avenir va vous rendre encore plus pertinent. Et je ne suis pas un catastrophiste ou un alarmiste. Mais les défis qui nous attendent vont faire qu'on aura besoin de la philanthropie peut-être plus que jamais. D'abord, notre État national qui, encore une fois, s'est chargé de ses obligations socio-économiques,
va avoir, hélas, de moins en moins de moyens pour faire face aux besoins qui se profilent devant nous. Et c'est un phénomène mathématique d'une cruauté inouïe. Après avoir eu le taux de natalité le plus élevé de l'espèce humaine, si les Français s'étaient reproduits au même rythme que nous, il y aurait plus de Français que de Chinois. On était victime d'un effet pendulaire et on a un des plus bas, avec le Japon et quelques autres sociétés. Conséquence immédiate de ça, en regard de l'économie et de la philanthropie, de plus en plus de gens qui vont être moins contributeurs aux finances publiques. Les retraités, même avec les REER, avec tout ce que vous pouvez imaginer, contribuent moins que le salarié qui paye, même qui paye avant de le voir, parce qu'on retient à la source. Et le drame mathématique, c'est que quand j'étais à l'université, nos professeurs en anthropologie et économie nous disaient: vous allez être, durant votre carrière, 2 actifs devant soutenir un inactif. Alors, et dans l'un inactif, il y avait moitié jeune, moitié vieux, parce que les jeunes étaient encore relativement nombreux à l'époque. Les étudiants et étudiantes qui sont en face de moi dans mes cours aujourd'hui m'entendent leur dire que c'est le contraire qui va leur arriver. Ils vont, chacun d'entre eux, avoir à soutenir 2 inactifs. C'est pas une mauvaise nouvelle absolue. Le fait qu'on vieillisse plus longtemps, surtout si on vieillit dans de bonnes conditions de santé et dans de bonnes conditions de solidarité, c'est une bonne nouvelle. Le taux de mortalité de l'espèce humaine, en dépit des progrès de la médecine, est toujours de 100%, mais ça survient plus tard et ça permet de valoriser la vie plus qu'autrefois. Un mineur de Noranda, il y a 40 ans, il prenait sa retraite à 66 ans, puis il mourait à 67, parce que son métier l'avait bien affecté sur le plan physique. Le fonds de pension était pas mal plus facile à gérer. Aujourd'hui, c'est pas ça. On va avoir à s'occuper, en toute solidarité, des aînés qui, à cause des progrès de la médecine et de la technologie, vont nous coûter de plus en plus cher. Est-ce qu'on va s'en tirer et est-ce que c'est jouable? Je vous l'ai dit, je ne suis pas catastrophiste du tout. Oui, c'est jouable. Quand je regarde ce qu'on a fait depuis 1960, ces fils et filles de paysans là, qui étaient décolonisés, qui étaient considérés comme dans la grande noirceur, ce que j'ai jamais admis comme thèse, parce qu'autant de lumière ne pouvait pas sortir d'autant de noirceur, bien, c'est devenu aujourd'hui, sur le plan économique, une société tellement rayonnante que quand j'en parle à l'étranger, je suis pratiquement obligé de montrer mes chiffres, parce qu'il faut qu'ils me croient. On est 8 millions. On a une demi-douzaine de multinationales qui dominent le monde dans leur catégorie. Bombardier aérospatial, 3e au monde. Bombardier matériel de chemin de fer, 1er. CGI, 1er en informatique avancée en Amérique du Nord. Lavalin, 1re firme de génie conseil du monde. Sans parler du Sud du Soleil. Et de tout le rayonnement culturel qui est le nôtre. Robert Lepage éblouit le Metropolitan Opera. Céline Dion, elle seule, exporte plus que 2 douzaines d'entreprises la Beauce. Alors, on a fait un sacré bout de chemin. C'est ça qui me rend confiant qu'on est capable d'affronter le défi.